Entretien entre Michel Houellebecq et Michel Onfray. Michel Onfray. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. C'est par cette citation des pensées de Blaise Pascal, cher Michel, que vous commencez votre texte politique le plus récent, qui a été publié l'an dernier dans Le Point. Or, il se fait que je vois dans cette phrase la quintessence de votre pensée, car je crois, si vous me permettez, qu'il y a une pensée Houellebecq, une pensée à laquelle j'adhère absolument, d'ailleurs, n'ayant rien à redire à tout ce que vous avez pu écrire sur la civilisation. Et donc, j'aimerais bien reprendre avec vous quelques-unes des remarques que vous avez faites sur cette question. Et je commencerai par vous interroger sur l'effondrement de la France, qui pour vous est une évidence. Michel Houellebecq. Une évidence, oui, mais pas seulement pour moi, et c'est ça qui me stupéfie avant tout. La France ne décline pas davantage que tous les autres pays européens, mais elle a une conscience exceptionnellement élevée de son propre déclin. Dans le texte du point auquel vous faites allusion, je parle presque uniquement de démographie. Or, sur le plan démographique, notre pays n'est pas celui qui décline le plus. Si l'on considère l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, les nations les plus mal classées de notre continent sont celles d'Europe du Sud. Le Portugal et la Grèce à 1,4, l'Espagne et l'Italie à 1,3, alors que la France est à 1,8. Ça fait une grosse différence. Ce n'est pas un déclin seulement français que nous vivons, ce n'est même pas un déclin seulement occidental. L'effondrement démographique le plus brutal se produit dans certains pays asiatiques, qu'en général on admire pour leur compétitivité et leur avance technologique. Le Japon est déjà très bas avec 1,3, mais la Corée atteint le chiffre effarant de 0,9. C'est d'autant plus dramatique que ces nations refusent toute forme d'immigration. Si rien ne se passe, elles vont disparaître, et dans un futur pas très éloigné. Si rien ne se passe, dans moins d'un siècle, les Coréens auront été rayés de la surface de la planète. La Chine sera peu peuplée, Hong Kong sera un désert, et il ne restera plus que quelques très vieux Japonais. Bref, le déclin n'est pas uniquement ni même principalement lié à la chute du christianisme, c'est la modernité en elle-même qui génère sa propre destruction. C'est très troublant. J'ai été impressionné par Nietzsche quand j'étais jeune, je crois même que c'est ma première lecture philosophique. Enfin non, Pascal l'a précédé, mais Nietzsche a été le second. Eh bien, on est aujourd'hui face à un phénomène dont le nihilisme européen annoncé par Nietzsche ne suffit clairement pas à rendre compte. Michel Onfray. Un grand penseur de la démographie, Pierre Chaunu, dont on ne parle plus parce qu'il était contre l'avortement, a dit sur la contraception des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre à l'époque. Mais il y avait chez lui une théorie de l'histoire très intéressante, chrétienne, inspirée de Bossuet, qui voyait les civilisations comme des êtres vivants. Comme Chaunu, je pense que la maîtrise de la fertilité, c'est-à-dire l'apparition de la contraception, puis la légalisation de l'avortement, auquel je suis favorable, contrairement à lui, ont fait que la procréation est devenue dans les pays riches une affaire de volonté. Ailleurs, on fait des enfants parce qu'on n'a pas le choix. Mais chez nous, le progrès technologique a corrélé démographie et volonté. Quand la volonté s'épuise dans une civilisation, il y a fatalement moins d'enfants. Pour des raisons que vous signalez d'ailleurs de façon géniale dans vos livres. L'individualisme, l'hédonisme, le narcissisme. Quand on a de l'argent, on veut le dépenser pour soi. On veut mener une vie personnellement épanouie et on se dit qu'un enfant, ça suffira. Résultat, les grandes familles sont aujourd'hui l'apanage des catholiques, des musulmans et des juifs pratiquants, inspirés par des monothéismes qui pensent que l'enfant est un cadeau de Dieu. C'est la formule de la Genèse. Croissez et multipliez-vous. Voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à ramener le problème à la religion qui s'effondre. Michel Houellebecq. Oui, mais il faut bien expliquer le phénomène pour les pays asiatiques. Le Japon a été sur le plan technologique le pays le plus évolué en Asie pendant pas mal de temps. Et c'est au Japon et non dans un pays chrétien qu'est apparu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la possibilité de se réfugier dans un monde virtuel, de cesser tout contact réel avec les autres, ce qui finit par empêcher toute sexualité.
Or, la sexualité reste encore le moyen le plus répandu de faire des enfants. Michel Onfray? Il y a une discipline qui peut nous aider, c'est la géographie. Le Japon est une île qui n'est pas habitable partout. Une prolifération d'humains vit dans un espace extrêmement réduit et à un moment donné, pour le coup, il faut faire de l'éthologie. Cette discipline nous dit que quand on est trop nombreux, cela s'arrête. Il y a une espèce d'homéostasie de la nature. Le très beau film d'Alain René, Mon oncle d'Amérique, montrait cela très bien avec des rats de laboratoire dans des espaces confinés et des chercheurs qui produisaient de l'agressivité. La démographie repose aussi sur ces types de phénomènes. Regardez comme la qualité du sperme humain s'est modifiée. Certes, cela s'explique en partie par notre alimentation, mais je pense que quand on oublie la nature, comme on évince la nature, quand on se place dans de pures logiques de culture, alors le corps oublie lui aussi qu'il est dominé par les logiques vitalistes. C'est pour cela que votre souci de la démographie m'intéresse, parce qu'on n'en parle jamais, alors que l'effondrement des empires s'explique notamment par la démographie. Quand on aborde la question de la chute de Rome, il y a là la question de la quantité. Michel Houellebecq. Mais alors, pourquoi pensez-vous que la prochaine civilisation sera transhumaniste et pas islamiste? L'islamisme a justement la quantité pour lui, contrairement au transhumanisme. Michel Onfray. S'il y a une quantité d'imbéciles, ça ne donnera rien de durable. Il faut aussi une minorité de gens intelligents pour faire une civilisation. Regardez le XVIIe siècle français et le nombre de ses génies. La Fontaine, Racine, Molière, Boileau, La Bruyère, Corneille, etc. Et aujourd'hui, tout le monde utilise les voitures, le téléphone, l'électricité, la réfrigération, Internet, qui sont autant d'inventions occidentales dues à des minorités agissantes plutôt qu'à des majorités silencieuses, plus à des qualités qu'à des quantités. Au XXIe siècle, ces minorités se trouvent sur la côte californienne et en Chine, en travaillent à l'instauration future du transhumanisme. Raison pour laquelle je pense que quelqu'un comme Elon Musk est un personnage qui comptera pour la suite de la civilisation, qui sera planétaire et finira d'ailleurs par quitter la planète. Quand Musk lance sa start-up Neuralink pour développer dans le plus grand secret des implants cérébraux, il est à l'avant-garde du transhumanisme. Quand il lance son entreprise de vols spatiaux SpaceX, il prépare la possibilité de vivre un jour loin de la Terre. Ces projets se jouent avec une poignée de gens. Voilà pourquoi je pense que l'avenir de la civilisation ne se fera pas avec les islamistes, même si effectivement, ils souhaitent détruire l'Occident grâce à la quantité. Le futur se fera avec la qualité de ce qui reste de l'Occident, qui est un peu la queue de l'Europe. Michel Houellebecq. J'ai du mal à y croire. Vous dites que le christianisme est foutu et je pense le plus souvent que vous avez raison. Mais si le christianisme est foutu, l'Occident est foutu. Il a permis, engendré la civilisation chrétienne, c'est très beau, je le félicite sincèrement, mais il ne produira rien d'autre. Il n'aura pas de seconde chance. Et je mets tout l'Occident dans le même panier, y compris les États-Unis. Quand je suis allé en Californie, je n'ai pas eu l'impression d'une civilisation différente de l'Europe. Comme nous, ils ont été marqués par le christianisme. Ils croient dorénavant à la science, ils sont hédonistes, et leur appétit de biens matériels est très grand. Michel Onfray. J'ai constaté ça aussi quand je m'y suis rendu. C'est la civilisation européenne dans ce qu'elle a de pire. Baudrillard a écrit de très belles pages sur cette Amérique. Mais la Californie, c'est aussi un point de tuilage. Il y a quelque chose d'autre qui s'y prépare. On ne le voit pas trop, cela n'est pas très visible, sauf que c'est partout. Regardez Pape Ndiaye, notre ministre de l'Éducation nationale, qui a été formé aux États-Unis et qui incarne parfaitement ce qui s'y passe en faisant recruter les enseignants français en 20 minutes. Pour lui, il ne s'agit plus d'apprendre aux écoliers à lire, écrire, compter et penser. Il faut les préparer à être malléables pour devenir des consuméristes planétaires. Et pour nous faire gober cela, on nous prend par les sentiments. Si par exemple vous avez des parents âgés qui ont la maladie d'Alzheimer, on vous dit, vous n'allez tout de même pas vouloir les laisser dans cet état. Bientôt, on pourra leur redonner artificiellement de la mémoire. On est déjà capable de le faire avec des animaux qui se souviennent de choses qu'ils n'ont pas vécues. Je pense que le transhumanisme avance ainsi.
même pas masquées, puisque quiconque regarde vraiment les choses les voit avancer. Je pense qu'en Chine, c'est exactement pareil. Ils ne sont pas retenus par la morale, et je ne serais pas étonné qu'un jour on découvre que le clonage y est déjà très avancé. Michel Houellebecq. Je serais étonné pour ma part, car la Chine a du mal à produire des choses vraiment innovantes en réalité. Il est difficile de maintenir un niveau de créativité suffisant dans un pays totalitaire. Les gens s'y deviennent naturellement stupides et peu imaginatifs. C'est ça le gros atout des États-Unis. Par ailleurs, la Chine est en plein déclin démographique. Ils ont utilisé des moyens franchement coercitifs pour limiter les naissances et ils ont réussi. C'était difficile. Mais pour faire repartir leur démographie, ce sera encore bien plus ardu, peut-être même impossible. La seule chose bizarrement qui semble un peu marcher et encore pas toujours en Russie, c'est retomber à 1,5, ce sont les incitations financières. Michel Onfray. Si on permet à l'un des deux dans un couple de ne pas travailler pour éduquer les enfants, si on lui dit vous allez être payé pour ça, cela peut fonctionner. La démographie n'est pas juste un phénomène de la nature, je vous l'accorde. En revanche, je ne partage pas votre point de vue sur la Chine qui est, me semble-t-il, assez comparable aux États-Unis. Dans les deux cas, c'est le marché qui fait la loi. Donc, c'est plus facile d'y avancer sur le terrain du transhumanisme. Si vous avez des crédits de recherche illimités et si vous proposez à une élite d'apparatchiks de mener la grande vie, ces gens-là peuvent faire des pas de géant dans la grande discrétion, même s'ils ne sont pas exactement discrets quand ils viennent à Paris où ils achètent des produits de luxe, boivent de grands vins, mangent du foie gras et du caviar ou je ne sais quoi. Mais pour revenir à leur puissance technologique, je me souviens que peu de temps avant de mourir, le professeur Montagnier avait avancé une hypothèse selon laquelle le Covid serait un artefact mis au point dans un laboratoire à Wuhan. Je ne suis pas habilité à dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais je sais qu'un prix Nobel de médecine a tenu des propos qui méritent qu'on s'y intéresse et qui laissent penser que les Chinois sont à l'avant-garde des biotechnologies. Si bien qu'il ne serait pas surprenant qu'un jour, Pékin annonce la sortie d'une chimère, d'un mélange d'animal et d'humain. Peut-être même existe-t-elle déjà et attend-il que nous soyons prêts à l'accepter moralement, ce qui ne saurait tarder. Michel Houellebecq, vous abordez un point délicat, parce que du point de vue moral, au départ, je ne crois pas qu'on puisse sérieusement s'opposer à la recherche médicale. J'ai moi-même toujours été passablement ambigu sur ce sujet. On a pu trouver notamment que les particules élémentaires étaient équivoques. Lors de la sortie du livre, je me souviens d'avoir participé à un débat public durant lequel j'étais accusé d'eugénisme et de nazisme. C'était pénible. J'ai été sauvé par un handicapé qui s'est levé pour me soutenir en bredouillant. Le pauvre avait du mal à parler. Moi, je suis pour la recherche génétique. Les écolo-gauchistes présents dans la salle ont immédiatement fermé leur gueule. Qu'est-ce qu'on peut objecter à la recherche d'un traitement pour une maladie génétique orpheline bien dégueulasse? Mais voilà, la question se pose tout de suite. Où est-ce qu'on s'arrête? Je suis d'autant plus ambigu que je n'ai pas le culte de la nature. Je pense incidemment qu'on ne peut pas trouver intellectuellement plus opposé que moi aux écologistes français. C'est vraiment la lie de l'humanité. Ils ont tort sur tout, c'est fascinant. On peut se demander s'ils ne sont pas lancés en ce moment dans le concours du maître écologiste le plus mal, du maire écologiste le plus nul. Ça risque d'être serré. Bon, parlons de choses sérieuses. J'ai du mal à m'opposer frontalement au transhumanisme. À ce sujet, je vous conseille la lecture d'un auteur américain de science-fiction, Norman Spenrad. Il déteste son pays et vit à Paris. Il a écrit à la fin des années 60 Jack Baron et l'éternité. L'histoire? On a trouvé le moyen d'être immortel, sauf que ça coûte extrêmement cher, si bien qu'une situation d'inégalité suprême est atteinte. Les hommes ont toujours dit nous sommes égaux devant la mort et se sont souvent consolés avec l'idée. Ce n'est plus le cas. Il est intéressant de voir à quel point des enjeux de société qui commencent à apparaître seulement maintenant ont déjà été posés il y a 50 ans par la littérature d'anticipation. Michel Onfray. Je connais mal cette littérature. Cela dit, j'ai lu au collège Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley,
dont je gardais un souvenir un peu lointain et que j'ai relu récemment. J'ai été stupéfait par ce qui s'y trouve raconté. C'est incroyable. Je pense que notre époque, c'est le meilleur des mondes. Michel Houellebecq. Huxley avait un frère aîné, Julien, le premier directeur de l'UNESCO. C'était un scientifique fort compétent qui, contrairement à son frère, un opposant au fond très ambigu, aspirait clairement au meilleur des mondes, à un monde géniste. Par ailleurs, il est important de noter que le meilleur des mondes pourrait être un moyen efficace de lutter contre la dénatalité. C'est peut-être même le seul. Je rappelle quelques principes de l'organisation sociale mise en place. Tous les enfants naissent par procréation artificielle et sont pris en charge dès leur naissance par un organisme d'État où ils sont élevés jusqu'à l'âge adulte. On pourrait qualifier Julian Huxley d'eugéniste de gauche, terme qu'on ne peut plus guère comprendre aujourd'hui, puisque dès que vous parlez d'eugénisme, on vous renvoie directement à Hitler. Michel Onfray. C'est hélas vrai. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que Condorcet a inventé l'eugénisme en 1795, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Et c'est une pensée qu'on trouve aussi chez Maupertuis. Mais évidemment, on laisse tout ça de côté. On préfère oublier que les philosophes des Lumières voulaient un homme nouveau et l'amélioration de la race. Prenez Émile de Rousseau. C'est une pédagogie très autoritaire, très étatique. Bref, l'eugénisme est un produit des Lumières. On peut d'ailleurs s'interroger sur la présence du mot socialisme dans national-socialisme. Mais pour revenir à votre œuvre, qui n'a évidemment rien de nazi, vous avez dit des choses très fortes sur la question de la réification du vivant, notamment avec vos positions sur l'euthanasie. Le vivant est en train de devenir une variable d'ajustement que certains voudraient gérer comme on gère un stock. Dans plusieurs pays supposés avancés, on loue des utérus, on achète des ovocytes et des spermatozoïdes, il y a des trafics d'organes. Et le comble du progressisme, ce serait de défendre ça. J'y vois pour ma part le signe de l'effondrement de la civilisation. Michel Houellebecq. L'euthanasie, je sens que c'est un sujet sur lequel il va falloir que je m'exprime prochainement dans les médias. Vu tout ce que j'ai déjà dit, vu le projet de la loi en préparation, je suis quasiment obligé d'y aller. Ce qui me déprime, car c'est un combat perdu d'avance. Je sais que ça va me tomber dessus et que je vais perdre. Michel Onfray. Comment le défendez-vous, ce point de vue? Michel Houellebecq. Tout d'abord, je suis persuadé que l'écrasante majorité des gens qui se déclarent en faveur de l'euthanasie ne veulent tout simplement pas mourir dans d'atroces souffrances. Or, aujourd'hui, il y a des médicaments qui permettent d'éviter cela. Déjà la morphine qui marche pas mal, mais elle a plus de 200 ans et depuis, des dérivés beaucoup plus puissants ont été découverts. La douleur est devenue un faux problème. On ne le dit pas assez. C'est en partie la faute de certains médecins, de plus en plus rares, heureusement, qui n'ont pas encore compris que leur métier n'est pas uniquement de guérir, mais de soulager les souffrances. Mon second argument, c'est le scandale du concept de mourir dans la dignité. Ça veut dire que refuser l'euthanasie, accepter de se montrer physiquement diminué, ça manque quand même un peu de dignité. Je trouve répugnant de suggérer une telle chose. Michel Onfray, mais votre point de rupture n'est-il pas atteint? L'euthanasie est déjà possible dans des pays voisins du nôtre. Michel Houellebecq. On n'arrêtera pas à la frontière, qui d'ailleurs n'existe pas, les gens qui veulent aller mourir dans une clinique spécialisée en Belgique. Quand on veut mourir, on meurt. Mais je ne veux pas que le gouvernement de mon pays l'accepte. Je ne suis pas rigoriste en matière d'éthique médicale. Par exemple, intervenir directement sur le code génétique, travailler le noyau d'une cellule pour éliminer un dysfonctionnement, je n'y mets aucune opposition sérieuse. J'ai de bons amis réactionnaires qui, en revanche, y sont farouchement opposés. Parce que pour eux, la nature est une création divine, une sorte de sanctuaire. Je ne partage pas ce point de vue. Déjà parce que je ne suis pas du tout sûr de croire en Dieu. Ensuite, parce que je refuse la religion des écologistes, la divinisation de la nature. Moi, la nature, je ne l'aime pas tellement. Michel Onfray.
Si vous permettez, je vais répondre à vos remarques sur l'euthanasie, mais je ne vais pas parler à partir de ma bibliothèque, mais à partir de mon existence. En 2013, j'ai aidé ma compagne de 37 années de vie commune à mourir et donc à accéder à l'euthanasie. Concrètement, elle a eu un cancer qui a duré un peu plus d'une décennie, avec des chimiothérapies non-stop pendant 7 ans. Un jour, on m'a annoncé qu'il lui restait quelques semaines à vivre. Vous avez parlé de la douleur physique. Marie-Claude n'a pas eu beaucoup de douleur physique. Et puis, vous avez raison, on a aujourd'hui toute une batterie d'antalgiques qui permettent de composer avec la douleur, notamment avec celles liées aux chimiothérapies. Je suis assez admiratif de ces médicaments-là. Mais il y a aussi la douleur psychique dont vous ne parlez pas et que je trouve terrible. Quand vous dites à quelqu'un qu'il lui reste 4 semaines à vivre, il n'y a pas de médicament pour empêcher la souffrance qu'il va éprouver. Pendant un mois, j'ai invité à la maison des gens que Marie-Claude aimait pour des déjeuners, des dîners. Ils ne savaient pas qu'elle allait mourir. Elle non plus. Moi, oui. Je ne vais pas dire que ma douleur psychique était insupportable, mais j'imagine l'angoisse de quelqu'un qui sait que c'est lui qui, dans un mois, ne sera plus là. Bien sûr, dans l'absolu, nous savons tous que nous allons mourir. Nous avons Pascal en commun, vous et moi. Mais celui qui sait que la date de sa mort est très proche, ce n'est pas du tout la même chose. Sauf avec l'aide d'un recours spirituel du genre il y a une vie après la mort. Je vais retrouver les morts que j'ai aimés. C'est effrayant. L'euthanasie ne soulage pas de la souffrance physique, mais de la souffrance psychique. La question de la dignité, c'est pareil. Il faut l'entendre de manière particulière. Ça ne veut pas dire, vous avez vu dans quel état vous êtes avec des tuyaux partout. Vous faites 40 kilos, vous êtes dans vos excréments, vous vomissez, vous êtes indigne. Personne ne pense que le corps d'un malade est indigne. Non. Ce qui est indigne, c'est que devant cette souffrance, nous disions, tu vas vivre cette souffrance parce qu'elle a, comme disent les catholiques, un pouvoir salvifique. Elle te sauve. Or, parmi ceux qui s'opposent à l'euthanasie et qui font l'éloge des soins palliatifs, il y a non seulement l'Église, mais aussi un autre type d'Église, néo-freudienne, celle-là, qui explique qu'il va falloir lâcher prise et faire son deuil des expressions d'une grande sottise. Car je peux vous dire que quand Marie-Claude est décédée, j'ai bien compris qu'il n'y aurait jamais de lâcher prise et que je ne ferai jamais mon deuil, puisque c'est le deuil qui m'a fait, ce qui n'est pas exactement la même chose. Dans ces situations, l'indignité n'est pas dans le corps agonisant, elle est chez celui qui laisse le corps souffrant souffrir. Vous connaissez cette phrase de Kafka à son médecin, si vous ne me tuez pas, vous êtes un criminel. Or, ce que disent Marie de Henzel et les gens qui portent la cause des soins palliatifs, ce sont les injonctions comme vous étiez fâché avec vos enfants, avec votre ex-mari ou votre première femme ou je ne sais quoi, alors prenez le temps de vous voir et réconciliez-vous. C'est ça que je trouve un peu indigne, car quand on agonise, la question du suicide, la vieille question romaine, la question des stoïciens qui se demandaient que faire quand la pièce est envahie par la fumée, se pose en priorité. Et moi, je pense qu'on doit pouvoir dire j'ai envie de quitter la pièce. Aidez-moi. Michel Houellebecq. Je ne suis pas fan des stoïciens, mais j'ai une grande admiration pour Épicure. Il est vrai que quand nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est, nous ne sommes plus. Nous n'entrerons jamais en contact avec la mort. Il n'y a donc aucune raison de la craindre. Je trouve le raisonnement parfait. J'espère qu'il fonctionnerait encore sur moi si l'on m'annonçait que je n'ai plus que moi à vivre. Michel Onfray. Épicure m'a beaucoup aidé quand Marie-Claude est morte. Que dit-il? Si la mort est là, je n'y suis pas. Si je suis là, la mort n'y est pas. Autrement dit, la mort, c'est surtout l'idée de la mort, raison pour laquelle il faut rompre avec l'hypocrisie qui entoure la fin de vie. Car on sait très bien que des toubibs pratiquent l'euthanasie discrètement, secrètement, sans forcément mettre la famille dans l'embarras. Et vous disent, bah oui, on pratique ça au quotidien, sans les autorisations. Très bien, mais ça ouvre la voie à des soignants pervers, des tordus, dont on a vu qu'ils ressentaient une certaine jouissance à infliger la mort. Voilà pourquoi je pense qu'un débat, un vrai débat s'impose pour une réglementation. Michel Houellebecq.
Ma culture philosophique est loin d'égaler la vôtre, et c'est un euphémisme. Mais il me semble que Kant a beaucoup écrit sur la dignité et qu'il n'imaginait pas une seconde qu'il soit digne de se suicider. Je me souviens d'un article de journal d'une femme assez connue qui s'exprimait comme une gentille grand-mère et qui expliquait que le jour où elle ne pourrait plus faire de tarte aux pommes à ses petits-enfants, il serait temps pour elle de mourir. Ça m'avait frappé, parce que ma propre grand-mère était excellente en tarte aux pommes. Je suis loin d'être quelqu'un d'admirable à tous égards, mais quand même, si j'aimais ma grand-mère, ce n'était pas uniquement pour ses tartes aux pommes. Il y a une tendance récente que j'ai particulièrement remarquée dans l'affaire Vincent Lambert, qui est de réduire les gens à leur capacité de communiquer avec autrui. Je trouve ça infect et par ailleurs stupide. Personne ne sait ce qui se passe dans un autre esprit humain. Personne ne le sait réellement. Il y a une anecdote qui m'avait bien plu dans un livre blanc consacré aux établissements qui prennent en charge les patients en état végétatif. Une femme qui d'un seul coup, à l'occasion d'une visite, s'était mise à parler. Le médecin était stupéfait. Mais ça fait des mois que je vous parle, que j'essaie de communiquer avec vous et vous ne m'avez jamais répondu. Elle lui a répondu. Ce que vous disiez n'était pas tellement intéressant. Michel Onfray? Sur Kant, vous avez raison, c'est vraiment le grand penseur de la dignité et il n'a pas envisagé une seule seconde qu'on puisse se suicider. Contrairement à ce que l'on croit, le kantisme n'est pas seulement la philosophie du devoir à l'endroit d'autrui et de l'impératif catégorique. Pour lui, on a aussi des devoirs envers soi-même, ce qui est intéressant d'ailleurs si l'on réfléchit par exemple à notre rapport aux animaux. Pour Kant, les animaux n'ont pas de droits, mais étant donné que nous avons des devoirs envers nous-mêmes, il faut prendre soin d'eux. Je vous dis cela parce que si nous sommes en désaccord total sur l'euthanasie, nous sommes au moins d'accord, vous et moi, pour penser qu'il faut défendre les plus faibles. Comme vous le savez, il y a eu voilà 2 ans une proposition de loi pour autoriser les interruptions médicales de grossesse dans le cas de détresse psychosociale. Les interruptions médicales ou IMG sont permises jusqu'au terme, contrairement aux interruptions volontaires ou IVG. Or, cette proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale grâce aux voix de toute la gauche et d'une partie des macronistes. Heureusement, dans sa sagesse, le Sénat n'a pas autorisé cette réforme qui, pour moi, aurait marqué l'effondrement de la civilisation. En effet, on aurait abouti en France à un système juridique dans lequel on va en prison si on tue un petit chat en le jetant par une fenêtre, mais où en revanche, on peut invoquer des raisons psychosociales pour commettre à 8 mois de grossesse un infanticide. Quand j'ai fait savoir mon opposition à cette éventualité, un crétin du nom de Gérard Miller a fait un papier dans l'Obs pour dire que j'étais contre l'avortement, alors que je suis et j'ai toujours été pour l'avortement. Mais accepter que l'on tue pour des motifs psychosociaux un enfant qui est sur le point de naître est un point de bascule pour moi, comme l'est pour vous l'euthanasie. Michel Houellebecq. Pour moi aussi, ce sera un point de bascule. Je ne pourrais pas supporter une telle loi. Je sens avec inquiétude qu'on s'en approche de ce point de non-retour. Je veux bien défendre l'Occident, mais encore faut-il qu'il mérite d'être défendu. Il y a un moment, c'est vrai, où je serai peut-être amené à me séparer de la civilisation qui est la mienne, si tant est qu'elle mérite encore le nom de civilisation. Pourtant, je ne me considère pas comme un extrémiste. La gestation pour autrui, par exemple, je suis franchement contre. Si c'était légalisé en France, j'écrirais peut-être quelques chroniques violentes, voire franchement insultantes. J'aurais plaisir à traîner dans la boue les pétasses mâles ou femelles qui y recourent, mais je n'en ferai pas un cas de rupture. L'euthanasie, si. Parfois, je me demande s'il n'arrivera pas un jour où je choisirai de passer ma retraite chez les talibans. J'y serais mieux traité que dans un EHPAD. Enfin, les talibans, j'exagère peut-être un peu, disons le Maroc. Mais j'aimerais revenir sur un point. Je comprends votre exaspération devant des expressions vaguement new age comme faire son deuil et lâcher prise. En revanche, il y a une vérité profonde dans ce que dit Marie de Henzel. Je trouve captivant le récit des morts de chevaliers au Moyen Âge.
Certains ont été offensés et l'offenseur vient leur demander pardon. Ou bien à l'inverse, ils veulent être pardonnés par ceux qu'ils ont offensés. Il y en a vraiment beaucoup des récits de ce genre. Alors peut-être que je délire, mais ça m'a fait penser à la mort de mon père, qu'a exprimé le besoin de voir beaucoup de gens autour de son lit d'hôpital et qui seulement ensuite s'est laissé mourir. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et il y a autre chose qui s'est produit de plus mystérieux encore, c'est que pendant des jours et des jours, il a parlé en revivant des événements de sa vie. Il y en avait beaucoup de différents. Il a été guide de montagne. Par ailleurs, il a fait des trucs bizarres, genre conduire des camions dans des conditions dangereuses, un peu comme dans Le salaire de la peur. Apparemment, c'était très important pour lui de se remémorer certains faits marquants de sa vie. En écoutant cela, je me suis dit que l'agonie était un moment très important, que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de la vie et qui ne devait pas être escamoté. Au cours des différentes agonies dans lesquelles j'ai été impliqué, j'ai acquis la certitude qu'il aurait été très grave d'y mettre fin prématurément. Il ne s'agit pas d'écraser une mouche tout de même, mais je suis entièrement d'accord avec vous sur un point. Je ne crois pas une seconde au pouvoir rédempteur de la souffrance physique. Au contraire, pour que l'agonie apporte au mourant tout ce qu'elle peut lui apporter, il faut en tout premier lieu éliminer la souffrance physique, qui est un univers qui n'a aucun sens, qui ne conduit à rien d'autre qu'à lui-même. Je tiens aussi à préciser un dernier point. La formule du suicide assisté me paraît un peu plus acceptable. Elle est pratiquée en Suisse et dans différents États américains avec un système un peu différent. Le médecin fournit un poison au malade qu'il prend à sa guise ou parfois ne prend pas d'ailleurs. Reste qu'à titre personnel, si quelqu'un me demande de lui procurer du poison, je refuserai tout net. Et que beaucoup de médecins n'ont aucune envie de violer leur serment d'Hippocrate. Michel Onfray? Je crois que l'on peut envisager un Hippocrate transcendantal, c'est-à-dire un Hippocrate de notre époque, qui connaîtrait les dernières techniques médicales et serait capable de nous dire des choses justes et vraies. Au XXIe siècle, on a quand même considérablement changé le rapport à la mort, à la douleur, à la souffrance. On n'est plus du tout le même monde que celui des Grecs de l'Antiquité, ni dans une lecture chrétienne indexée sur la passion du Christ. Plein de gens sont aujourd'hui centenaires, ce qui était exceptionnel il y a encore un siècle. L'idée qu'il ne faut pas toucher à un texte qui date de plus de 20 siècles est exagérée. La loi Nourerf sur la pilule et la loi Veil sur l'avortement sont d'ailleurs déjà des remises en cause d'Hippocrate et du christianisme. Michel Houellebecq. Oh, vous savez, le christianisme, j'ai grandi dans une région assez déchristianisée, la Bourgogne, et je ne crois pas avoir été atteint en profondeur par la morale chrétienne. Je n'ai pas été baptisé et j'ai été élevé par des gens qui votaient communistes, sans être spécialement communistes d'ailleurs, mais parce qu'ils étaient des prolétaires, point barre. Un vote de classe à l'état brut. Sans être anticléricaux, ils voyaient la religion d'un peu loin comme un univers étrange. Si bien que ma référence morale, je crois qu'elle se trouve plutôt dans Pif Gadget, avec des valeurs qui font écho au Parti communiste, notamment les aventures de Rahan, fils des âges farouches. Vous avez lu ça? Michel Onfray? Oui, il y avait des albums à la bibliothèque de mon village. Michel Houellebecq? À la fin de chacune de ces aventures, après avoir vaincu les méchants qui sont souvent en relation avec le sorcier, Rahan conclut par une espèce de discours à la tribu, où il dit qu'une tribu a besoin d'un bon chef, mais pas d'un sorcier. Le message est clair. Cela dit, je suis allé un peu au catéchisme. Il n'y avait aucune autre activité dans le village. J'ai été extrêmement déçu, parce qu'on ne parlait que d'aider les pauvres, de quêter pour les Indiens, qui à l'époque étaient dans la misère. Tout ça, c'était très bien, mais moi, je voulais savoir qui avait créé l'univers et pourquoi faire exactement. J'avais des questions métaphysiques et on me fournissait des réponses sociales. Michel Onfray, c'était en Bourgogne?
Michel Houellebecq. Oui. Michel Onfray. Je croyais que vous étiez originaire de La Réunion. Michel Houellebecq. Ma mère y a longtemps vécu et finalement y est morte. Moi-même, je n'y suis pas resté longtemps, peut-être jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, j'ai brièvement vécu à Alger, chez ma grand-mère maternelle, en pleine guerre civile. Parmi mes premiers souvenirs, il y a le gaz lacrymogène, les bruits de mitraillettes aussi. Tout ça m'amusait plutôt. Ensuite, je suis allé vivre chez ma grand-mère paternelle, qui était d'une famille de la Manche, mais habitait dans Lyon à l'époque. Au début, les autres enfants de l'école m'insultaient et me traitaient de pied noir. Je ne comprenais pas de quoi ils voulaient parler. Je regardais mes pieds, ils étaient normaux. Bon, je ne vais pas me plaindre, ils ont laissé tomber assez vite. Pour d'autres, ça a été pire. Dans l'ensemble, les pieds noirs n'ont pas été très bien accueillis. Michel Onfray. L'Algérie nous permet de revenir à la question de la civilisation et à De Gaulle, qui avait une conscience éminente du sujet. Je crois que quand il accorde l'indépendance à l'Algérie alors que la bataille d'Alger a été gagnée, c'est pour des raisons de civilisation. Quand on lit C'était De Gaulle de Père et Fils, on voit très bien ce qu'il lui dit, à savoir que si on donne exactement les mêmes droits aux musulmans, ce n'est plus l'Algérie qui sera française, c'est la France qui sera algérienne. À ce moment, il fait un calcul démographique absolu. Michel Houellebecq. Le calcul est parfaitement exact, mais ça n'excuse ni ses mensonges ni ses crimes. Pour son comportement envers les Harkis, De Gaulle méritait d'être fusillé. On n'abandonne pas ses troupes. Michel Onfray. Je vous l'accorde, ils ne sont pas morts de manière agréable, les Harkis, loin de là. Mais c'est la faute des Algériens à qui le général de Gaulle venait justement d'accorder la souveraineté. La France n'allait pas intervenir dans un pays désormais indépendant. Michel Houellebecq. Un chef de guerre n'abandonne pas ses troupes. Michel Onfray. Certes, mais un homme d'État se doit de respecter les États souverains. C'est sûr qu'on n'a pas eu affaire à des chefs dotés d'une grande fibre humaniste. Mais regardez ce que donnent les chefs d'État humanistes comme le pape François. C'est encore pire. Vous n'êtes pas tendre avec lui, d'ailleurs. Michel Houellebecq. Un homme d'État, oui. Ce qu'on appelle un homme d'État est en général un homme politique particulièrement menteur et cynique. De Gaulle correspond bien à ce portrait. C'était un politique, pas un militaire. Son costume de général n'était qu'une mascarade, réussie d'ailleurs. Le pape actuel, c'est vrai qu'il est médiocre, mais ce n'est quand même pas lui qui est à l'origine du déclin de l'Église. Geoffroy le Jeune reproche en premier lieu à l'Église d'être devenue laide, d'avoir transformé la messe en une sorte de fête un peu scout, un peu bobo. Ce n'est pas faux. Il fut un temps où j'allais à la messe. Plus maintenant, j'ai arrêté. Mais quand j'y allais, pendant au moins 5 minutes, je croyais en Dieu. Surtout parce qu'il y avait la communion des fidèles et que je suis très sensible à l'émotion collective. Tout le monde s'aime, c'est super. Puis on retourne dans la rue et c'est fini. Il y a une descente, un peu comme avec l'héroïne. C'est pour cette raison que j'ai aimé mes séjours dans des monastères. On ne sortait jamais de cette ambiance de communion. Au fond des choses, je ne suis pas athée, mais authentiquement agnostique. Quand je regarde des émissions sur la cosmologie, je me dis que l'univers, quand même, ce n'est pas mal organisé. L'idée qu'il y a un plan derrière tout ça peut se défendre. Michel Onfray. Un plan, oui, mais pourquoi y aurait-il un planificateur? Michel Houellebecq. On a du mal à imaginer un plan sans planificateur. C'est probablement un biais anthropomorphique dans le raisonnement. Mais ça pourrait effectivement être une construction mathématique pure, ce qui irait d'ailleurs dans le sens de mes croyances d'enfant. Michel Onfray. Vous voulez dire dans le sens de Pif le chien et de l'astrophysique? Michel Houellebecq. Oui. Michel Onfray. Pourquoi ne tranchez-vous pas sur l'existence de Dieu? Michel Houellebecq. Parce que l'état actuel de l'astrophysique m'empêche de trancher. Michel Onfray. Pourtant, la métaphysique quantique nous apprend des choses. Pardon, je voulais dire physique quantique. J'aime bien commettre ce lapsus, car je pense que la science peut nous permettre de résoudre la question de la foi. Michel Houellebecq. Tant qu'on n'aura pas tranché entre le fait de savoir si l'univers va continuer de s'étendre à l'infini ou bien s'il va revenir en arrière au point initial et repartir, je serai agnostique. Ça me paraît un point important. Michel Onfray. Pour moi, il n'y a aucun doute, Dieu n'existe pas. Mais il y a effectivement une force qui procède de l'effondrement d'une étoile, et il y a le temps qui est la vitesse de l'effondrement de cette étoile. D'ailleurs, on est en train de mesurer que cette vitesse s'accélère de quelques nanosecondes.
ce qui suscite de nouvelles questions. Je pense que la métaphysique d'aujourd'hui, c'est ça, des points d'interrogation qui ne nécessitent pas qu'on aille voir du côté de Dieu pour avoir des réponses. Michel Houellebecq, oui, disons que l'objection de Voltaire ne marche pas chez vous. Michel Onfray, quelle objection? Michel Houellebecq, selon laquelle il faut nécessairement un grand horloger. Michel Onfray, pour vous répondre, je distinguerai d'abord l'hypothèse d'un Dieu déiste et celle d'un Dieu théiste. Le Dieu déiste se borne à créer le monde, tandis que le Dieu théiste s'occupe de tout. Après le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, Voltaire se demande pourquoi Dieu a voulu un tel désastre. Une réponse théiste à cette question, que l'on trouve notamment chez Camus dans La Peste, c'est que les hommes paient le fait de n'être pas assez pieux. La réponse déiste, c'est que Dieu a créé la tectonique des plaques, mais se moque complètement depuis de gérer les affaires courantes de la géologie planétaire. Voltaire choisit donc la réponse déiste, et je ne suis pas voltairien à cet égard, mais plutôt kantien. Je veux dire que je souscris assez à l'idée que seule la religion est capable de fédérer une civilisation en proposant une transcendance ultime. Vous êtes vous-même, je sais, un grand lecteur d'Auguste Comte. Dans votre dernier roman, vous parlez d'ailleurs de cette nouvelle religion étonnante, la Wicca, un peu New Age, une religion sociale, en somme. Michel Houellebecq. C'est une tentative de mettre au goût du jour le paganisme, de se relier à la nature, de se sentir faire partie d'une chose vivante. Cette croyance joue un rôle positif pour mon héroïne. Prudence, qui retrouve ainsi son être femelle, ce qui n'était pas gagné au départ. Michel Onfray. En vous lisant, j'ai eu l'impression que ça pouvait être la religion du transhumanisme, car il faudra bien que le transhumanisme s'accompagne d'une transcendance, d'une spiritualité. Michel Houellebecq, pour moi, la sortie de l'âge métaphysique n'est pas possible. Auguste Comte a échoué. Il pensait y arriver en améliorant le niveau des prolétaires en mathématiques et en astronomie. Il y avait beaucoup de naïveté chez lui. C'est touchant. Michel Onfray. Jean-Pierre Changeux, l'auteur de l'homme neuronal, vous dirait qu'il n'a pas eu tort. Il vous dirait que si on entretient le fonctionnement de son cerveau, on peut passer de l'algèbre et des mathématiques à la philosophie. J'ai fait de la logique à l'université. Cette matière me paraissait le degré supérieur de la philosophie. Disserter avec des données inconnues est un degré d'élaboration intellectuelle nettement plus avancé que de disserter avec de simples idées qui restent assez rudimentaires. Je pense que la façon d'Auguste Comte de miser sur les mathématiques, comme Spinoza, du reste, c'est tout sauf naïf. Michel Houellebecq. Je vais être vulgaire, mais pour réussir une religion, il faut être un peu plus commercial. Comme Bouddha, par exemple. Il y a un moment célèbre de sa vie, quelqu'un qui a écouté toutes ses interventions et vient lui dire, écoutez, ça ne va pas? Je ne suis pas content, parce que vous n'avez pas répondu à certaines questions. L'univers est-il éternel ou non? L'univers a-t-il été créé ou non? Y a-t-il une âme humaine ou non? Est-elle immortelle ou non? S'ensuivent d'autres questions classiques. Bouddha lui répond, je n'ai jamais dit que je répondrai à ces questions et je n'y répondrai pas parce qu'elles n'ont pas d'importance. Voilà, il congédie la métaphysique en une phrase. Lui, il savait que la plupart du temps, les gens s'en foutent de la métaphysique, mais qu'ils cherchent désespérément à être heureux. Alors qu'Auguste Comte semble s'imaginer qu'il suffit de répondre aux besoins intellectuels de l'être humain. Mais non, il faut des cérémonies, des chants, des vêtements bizarres, il faut de la chaleur, il faut du bonheur. Michel Onfray. Je comprends ce que vous dites. Kant a écrit 600 pages pour postuler la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Mais ce faisant, il a desséché sa religion en proposant en réalité un système totalement laïque. Car il n'y a pas forcément besoin de Dieu pour considérer autrui. Jamais seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Pour reprendre sa fameuse formule. Cependant, le côté cérémonial ne suffit pas non plus à mon avis. Quand Robespierre essaie d'instituer le culte de la raison, il cherche le peintre David d'imaginer les fêtes. Il charge le peintre David d'imaginer les fêtes. Et c'est raté, moche, un peu confus, kitsch. On dirait du théâtre de rue. Bref, ce n'est pas à la portée de tout le monde de réinventer la messe.
Si vous voulez lancer une religion, il faut cristalliser quelque chose avec le peuple. Il faut des héros et une histoire, et il faut aussi un bras armé. Car Jésus, ça n'existe pas sans Saint Paul et Constantin, sans la puissance de Rome, en somme. Le talent de Mahomet, en revanche, a été d'être un prophète capable de décapiter ses adversaires de ses propres mains. Michel Houellebecq. Oui, mais la dimension la plus importante est la capacité de relier les gens, d'avoir l'impression d'une communauté. N'est-ce pas l'origine du mot religion, Michel Onfray? À mon avis, c'est une erreur de prétendre, dans l'esprit du Concile Vatican II, que la religion serait étymologiquement un art de relier les hommes entre eux. Je pense au contraire qu'il faut privilégier une lecture verticale. La religion relie, certes, mais elle relie le bas et le haut, la cité immanente des hommes et celle transcendante de Dieu. C'est pour ça que, selon moi, la fête ne crée pas la foi, mais qu'au contraire, c'est la foi qui crée la fête. Lorsque les Jacobins veulent absolument construire un nouveau sacré, ils pensent que de nouveaux rites suffiront à produire cet effet. Mais ça ne fonctionne pas. La foi, ça ne se décrète pas. Quand il y a quelques mois, j'ai fait un séjour à la baie de la Grâce, dans le sud de la France, et que j'ai assisté à 6 heures du matin à une messe en latin avec un superbe cérémonial, j'ai eu le sentiment d'un exercice patrimonial, de la conservation d'un rite vieux de 2000 ans, certes très émouvant, mais qui ne sauvera pas la foi. À l'inverse, si vous assistez à un office dans un temple protestant, où il m'est arrivé d'aller, hélas, pour des enterrements d'amis, vous avez effectivement une liturgie sans décorum, mais peut-être, sait-on jamais, avec davantage de présence divine. Michel Houellebecq. Mais il y a aussi des religions sans Dieu, comme le bouddhisme. Michel Onfray. Vous avez raison. La religion, c'est ce qui suppose qu'il existe un arrière-monde et que celui-ci donne sens au monde. En ce sens, je me sens plus proche des hommes préhistoriques que des théologiens de Vatican II. Des gens qui comprennent que le soleil se lève et se couche, qu'il y a des cycles quotidiens, annuels, lunaires et d'autres encore, qui se font une vision du monde qui a une vision du temps cyclique. Il m'est arrivé d'aller sur les traces de Bouddha en Inde et j'ai constaté qu'il y avait là-bas aussi comme une évidence de l'éternel retour. Michel Houellebecq. Ce qui est intéressant, c'est que le bouddhisme ne propose pas d'arrêter le cycle, mais si possible d'en sortir pour rejoindre l'âme du monde dans un état de béatitude et de sérénité. Michel Onfray. De sorte que même s'il n'y a pas Dieu, il y a quand même une transcendance qui est la condition d'une religion, et c'est ce qui lui procure son vitalisme. On parlait tout à l'heure de redémarrer la démographie. Je pense que sans transcendance, on n'y arrive pas. Pause.